Puisque les fins sont manifestement multiples et nous choisissons certaines d'entre elles, par exemple la richesse, les flûtes et en général les instruments, en vue d'autre chose, il est clair que ce ne sont pas là des fins parfaites, alors que le souverain bien est de toute évidence quelque chose de parfait. Il en résulte que s'il y a une seule chose qui soit une fin parfaite, elle sera le bien que nous cherchons, et s'il y en a plusieurs, ce sera la plus parfaite d'entre elles. Or, ce qui est digne d'être poursuivi par soi, nous le nommons plus parfait que ce qui est poursuivi pour une autre chose, et ce qui n'est jamais désirable en vue d'une autre chose, nous le déclarons plus parfait que les choses qui sont désirables à la fois par elles-mêmes et pour cette autre chose. Et nous appelons parfait au sens absolu ce qui est toujours désirable en soi-même et ne l'est jamais en vue d'une autre chose. Or, le bonheur semble être au suprême degré une fin de ce genre, car nous le choisissons toujours pour lui-même et jamais en vue d'une autre chose. Au contraire, l'honneur, le plaisir, l'intelligence ou toute vertu quelconque sont des biens que nous choisissons assurément pour eux-mêmes, puisque même si aucun avantage n'en découlait pour nous, nous les choisirions encore. Mais nous les choisissons aussi en vue du bonheur, car c'est par leur intermédiaire que nous pensons devenir heureux. Par contre, le bonheur n'est jamais choisi en vue de ses biens, ni d'une manière générale en vue d'autre chose que lui-même. On peut se rendre compte encore qu'en partant de la notion de suffisance, on arrive à la même conclusion. Le bien parfait semble en effet se suffire à lui-même, et par ce qui se suffit à soi-même, nous entendons non pas ce qui suffit à un seul homme menant une vie solitaire, mais aussi à ses parents, ses enfants, sa femme, ses amis et ses concitoyens en général, puisque l'homme est par nature un être politique. Mais à cette énumération, il faut apporter quelques limites, car si l'on l'étend aux grands-parents, aux descendants et aux amis de nos amis, on ira à l'infini. Mais nous devons réserver cet examen pour une autre occasion. En ce qui concerne le fait de se suffire à soi-même, voici quelle est notre position. C'est ce qui, pris à part de tout le reste, rend la vie désirable et n'ayant besoin de rien d'autre. Or, tel est à notre sentiment le caractère du bonheur. Nous ajouterons que le bonheur est aussi la chose la plus désirable de toutes, tout en ne figurant pas cependant au nombre des biens, puisqu'il en faisait, s'il en faisait partie, il est clair qu'il serait encore plus désirable par l'addition fût-ce du plus infime des biens. En effet, cette addition produit une somme de biens plus élevée, et de deux biens, le plus grand est toujours le plus désirable. On voit donc que le bonheur est quelque chose de parfait et qui se suffit à soi-même, et il est la fin de nos actions. 6. Le bonheur défini par la fonction propre de l'homme. Mais sans doute l'identification du bonheur et du souverain bien apparaît-elle comme une chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Ce qu'on désire encore, c'est que nous disions plus clairement quelle est la nature du bonheur. Peut-être pourrait-on y arriver si on déterminait la fonction de l'homme. De même en effet que dans le cas d'un joueur de flûte, d'un statuaire ou d'un artiste quelconque, et en général pour tous ceux qui ont une fonction ou une activité déterminée, c'est dans la fonction que réside, selon l'opinion courante, le bien, le réussi. On peut penser qu'il en est ainsi pour l'homme, s'il est vrai qu'il y ait une certaine fonction spéciale à l'homme. Serait-il possible qu'un charpentier ou un cordonnier ait une fonction et une activité à exercer, mais que l'homme n'en ait aucune, et que la nature l'ait dispensé de toute œuvre à accomplir? Ou bien encore, de même qu'un œil, une main, un pied, et d'une manière générale chaque partie d'un corps, a manifestement une certaine fonction à remplir, ne doit-on pas admettre que l'homme a lui aussi, en dehors de toutes ses activités particulières, une fonction déterminée? Mais alors, en quoi peut-elle consister? Le simple fait de vivre, qui différencie les êtres vivants des corps inanimés, est de toute évidence une chose que l'homme partage en commun, même avec les végétaux. Or, ce que nous recherchons, c'est ce qui est propre à l'homme. Nous devons donc laisser de côté la vie de nutrition et la vie de croissance. Viendrait ensuite la vie sensitive, mais celle-là encore apparaît commune avec le cheval, le bœuf et tous les animaux. Reste donc une certaine vie pratique de la partie rationnelle de l'âme, partie qui peut être envisagée d'une part au sens où elle est soumise à la raison, et d'autre part au sens où elle possède la raison et l'exercice de la pensée. L'expression vie rationnelle étant ainsi prise en un double sens, nous devons établir qu'il s'agit ici de la vie selon le point de vue de l'exercice, car c'est cette vie-là qui paraît bien donner au terme son sens le plus plein. Or, s'il y a une fonction de l'homme consistant dans une activité de l'âme conforme à la raison, ou qui n'existe pas sans la raison, et si nous disons que cette fonction est génériquement la même, dans un individu quelconque et dans un individu de mérite,
Ainsi, dans un citariste et dans un bon citariste, et ceci est vrai d'une manière absolue dans tous les cas, l'excellence due au mérite s'ajoutant à la fonction, car la fonction du citariste est de jouer de la cithare, et celle du bon citariste d'en bien jouer. S'il en est ainsi, si nous posons que la fonction de l'homme consiste dans un certain genre de vie, c'est-à-dire dans une activité de l'âme et dans les actions accompagnées de raison, si la fonction d'un homme vertueux est d'accomplir cette tâche et de l'accomplir bien et avec succès, chaque chose au surplus étant bien accomplie quand elle est selon l'excellence qui lui est propre. Dans ces conditions, c'est donc que le bien pour l'homme consiste dans une activité de l'âme en accord avec la vertu, et au cas de plusieurs pluralités de vertus en accord avec la plus excellente et la plus parfaite d'entre elles, à savoir, comme nous le verrons, la sophia, la vie contemplative. Mais il faut ajouter, et cela dans une vie accomplie jusqu'à son terme, car une hirondelle ne fait pas le printemps, ni non plus un seul jour, et ainsi la félicité et le bonheur ne sont pas davantage l'œuvre d'une seule journée, ni d'un bref espace de temps. Cette question de méthode, la connaissance des principes. Voilà donc le bien décrit dans ces grandes lignes, car nous devons sans doute commencer par une simple ébauche, et ce n'est qu'ultérieurement que nous appuierons sur les traits. On peut penser que n'importe qui est capable de poursuivre, d'achever dans le détail ce qui a déjà été esquissé avec soin, et le temps, en ce genre de travail, est un facteur de découverte, ou du moins un auxiliaire précieux. Cela même est devenu pour les arts une source de progrès, puisque tout homme peut ajouter à ce qui a été laissé incomplet. Mais nous devons aussi nous souvenir de ce que nous avons dit précédemment, et de ne pas chercher une égale précision en toute chose, mais au contraire en chaque cas particulier tendre à l'exactitude qui comporte la matière traitée, et seulement dans une mesure appropriée à notre investigation. Et en effet, un charpentier et un géomètre font bien porter leurs recherches l'un et l'autre sur l'angle droit, mais c'est de façon différente. Le premier veut seulement un angle qui lui serve pour son travail, tandis que le second cherche l'essence de l'angle droit ou ses propriétés, car le géomètre est un contemplateur de la vérité. C'est de la même façon, dès lors, qu'il nous faut procéder pour tout le reste, de manière à éviter que dans nos travaux les à côté ne l'emportent sur le principal. On ne doit pas non plus exiger la cause en toute chose indifféremment. Il suffit dans certains cas que le fait soit clairement dégagé, comme par exemple en ce qui concerne les principes. Le fait vient en premier, c'est un point de départ. Et parmi les principes, les uns sont appréhendés par l'induction, d'autres par la sensation, d'autres enfin par une sorte d'habitude. Les différents principes étant ainsi connus de différentes façons, et nous devons essayer d'aller à la recherche de chacun d'eux d'une manière appropriée à sa nature, et avoir soin de les déterminer exactement, car ils sont d'un grand poids pour ce qui vient à leur suite. On admet couramment en effet que le commencement est plus que la moitié du tout, ce qui permet d'apporter la lumière à nombre de questions parmi celles que nous nous posons. 8. La définition aristotélicienne du bonheur confirmée par les opinions courantes. Mais nous devons porter notre examen sur le principe, non seulement à la lumière de la conclusion et des prémices de notre raisonnement, mais encore en tenant compte de ce qu'on en dit communément, car avec un principe vrai, toutes les données de fait s'harmonisent, tandis qu'avec un principe faux, la réalité est vite en désaccord. On a divisé les biens en 3 classes. Les uns sont dits biens extérieurs, les autres sont ceux qui se rapportent à l'âme ou au corps, et les biens ayant rapport à l'âme, nous les appelons biens au sens strict et par excellence. Nous les appelons biens au sens strict et par excellence. Or, comme nous plaçons les actions et les activités spirituelles parmi les biens qui ont rapport à l'âme, il en résulte que notre définition doit être exacte, car la perspective du moins de cette opinion qui est ancienne et qui a rallié tous ceux qui s'adonnent à la philosophie. C'est encore à bon droit que nous identifions certaines actions et certaines activités avec la fin, car de cette façon, la fin est mise au rang des biens de l'âme et non des biens extérieurs. Enfin, s'adapte également bien à notre définition l'idée que l'homme heureux est celui qui vit bien et réussit, car pratiquement nous avons défini le bonheur, une forme de vie heureuse et de succès. 9. Suite du chapitre précédent, accorde la définition du bonheur avec les doctrines qui identifient le bonheur à la vertu et ou au plaisir, ou au bien extérieur. Il est manifeste ainsi que les caractères qu'on requiert d'ordinaire pour le bonheur appartiennent absolument tous à notre définition. Certains auteurs, en effet, sont d'avis que le bonheur, c'est la vertu. Pour d'autres, c'est la prudence. Pour d'autres, une forme de sagesse. D'autres encore le font consister dans ces différents biens à la fois, ou seulement dans l'un d'entre eux, avec accompagnement de plaisir ou n'existant pas sans plaisir.
D'autres enfin ajoutent à l'ensemble de ces caractères la prospérité extérieure. Parmi ces opinions, les unes ont été soutenues par une foule de gens et depuis fort longtemps. Les autres l'ont été par un petit nombre d'hommes illustres. Il est peu vraisemblable que les uns et les autres se soient trompés du tout au tout, mais tout au moins sur un point déterminé, ou même sur la plupart, il y a des chances que ces opinions soient conformes à la droite raison. Pour ceux qui prétendent que le bonheur consiste dans la vertu en général ou dans quelques vertus particulières, notre définition est en plein accord avec eux, car l'activité conforme à la vertu appartient bien à la vertu. Mais il y a sans doute une différence qui n'est pas négligeable suivant que l'on place le souverain bien dans la possession ou dans l'usage, dans une disposition ou dans une activité. L'exis est la manière d'être, l'habitus, et non pas habitude, qui est plutôt ethos, la disposition permanente, la possession, l'état positif, par opposition à stérésis, privation. Ainsi, dans la sphère de la moralité, le bonheur et la vertu sont des éséis. Ce terme est souvent, mais pas toujours, distingué de diathésis, disposition passagère, maladie, santé, chaleur, refroidissement, et de pathos, simple affection superficielle, exéis. En effet, la disposition peut très bien exister sans produire aucun bien, comme dans le cas de l'homme en train de dormir ou inactif de quelque autre façon. Au contraire, pour la vertu en activité, c'est là une chose impossible, car celui dont l'activité est conforme à la vertu agira nécessairement et agira bien. Et de même qu'aux Jeux Olympiques, ce ne sont pas les plus beaux et les plus forts qui sont couronnés, mais ceux qui combattent, car c'est parmi eux que sont pris les vainqueurs. De même aussi, les nobles et bonnes choses de la vie deviennent à juste titre la récompense de ceux qui agissent. Et leur vie est encore en elle-même un plaisir, car le sentiment du plaisir rentre dans la classe des états de l'âme, et chacun ressent du plaisir par rapport à l'objet, quel qu'il soit, qu'il ait dit aimer. Par exemple, un cheval donne du plaisir à l'amateur de chevaux, un spectacle à l'amateur de spectacle. De la même façon, les actions justes sont agréables à celui qui aime la justice, et d'une manière générale, les actions conformes à la vertu plaisent à l'homme qui aime la vertu. Mais tandis que chez la plupart des hommes les plaisirs se combattent parce qu'ils ne sont pas des plaisirs par leur nature eux-mêmes, ceux qui aiment les nobles actions trouvent au contraire leur agrément dans les choses qui sont des plaisirs par leur propre nature. Or, tel est précisément ce qui caractérise les actions conformes à la vertu, de sorte qu'elles sont des plaisirs à la fois pour ceux qui les accomplissent et en elles-mêmes. Dès lors, la vie des gens de bien n'a nullement besoin que le plaisir vienne s'y ajouter comme un surcroît postiche, mais elle a son plaisir en elle-même. Ajoutons en effet à ce que nous avons dit qu'on n'est pas un véritable homme de bien quand on n'éprouve aucun plaisir dans la pratique des bonnes actions, pas plus que ne saurait être jamais appelé juste celui qui accomplit sans plaisir des actions justes, ou libéral, celui qui n'éprouve aucun plaisir à faire des actes de libéralité, et ainsi de suite. S'il en est ainsi, c'est en elles-mêmes que les actions conformes à la vertu doivent être des plaisirs, mais elles sont encore en même temps bonnes et belles, et cela au plus haut degré. S'il est vrai que l'homme vertueux est bon, juge en ces matières, or son jugement est fondé ainsi que nous l'avons dit. Ainsi donc le bonheur est en même temps ce qu'il y a de meilleur, de plus beau et de plus agréable, et ses attributs ne sont pas séparés comme dans l'inscription de Delos. Ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus juste, et ce qu'il y a de meilleur, c'est de se bien porter, mais ce qu'il y a par nature de plus agréable, c'est d'obtenir l'objet de son amour.